Thomas Frinaud, on vous retrouve au téléphone. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Rennes 2, co-auteur de Qu'est-ce que l'opinion publique? On a entendu notamment Lionel Jospin ce matin sur France Inter. Il a également donné une longue interview au Monde. Il y a une présence médiatique de plus en plus forte de ces voix, disons, mesurées à gauche. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à rassurer les électeurs socialistes qui ne veulent pas soutenir le Front populaire parce que les insoumis sont dedans? Oui, de ce point de vue-là, ça peut rassurer, mais moi je constate qu'à la soirée électorale, il y a finalement deux temps. Il y a un premier temps qui est celui du résultat des européennes, avec un bon score de la liste de Raphaël Glucksmann, et un score qui pouvait permettre au Parti socialiste d'espérer en quelque sorte capitaliser et s'affranchir du leadership considéré comme hégémonique par certains de la France insoumise. Et donc, il y avait probablement chez l'ancien président François Hollande, chez Carole Delga, chez Bernard Cazeneuve, des velléités pour capitaliser sur ce score pour avoir une stratégie un peu d'autonomisation par rapport à la France insoumise. Et puis, une heure plus tard, il y a l'annonce de la dissolution avec cette sorte de coup d'état psychique, en quelque sorte, si je reprends ce que j'ai pu lire dans une tribune, mais c'est un terme qui va assez bien, et là qui change fondamentalement les choses, et change les stratégies. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de l'urgence, et dans la nécessité de l'urgence, on voit bien, il y a finalement une union, une saison de la NUP qui s'est construite, et donc il y a une urgence qui commande à des ralliements, qui commande de mettre en sourdine, en quelque sorte, les préventions, les conditions de se rallier, et là on est dans les suites, en quelque sorte, de cette configuration d'urgence. Donc pour moi, il est clair que chez un certain nombre de socialistes, ils auraient souhaité en rester à la première séquence de la soirée électorale et se donner du temps pour avoir une stratégie de reconstruction de la social-démocratie. Et le deuxième temps de la soirée électorale a fait voler en éclats, en quelque sorte, cette première configuration. Même si on n'a toujours pas de nom sur celui ou celle qui pourrait porter ce Front populaire, si majorité il y a à l'Assemblée nationale pour Matignon. Non, il n'y a pas de nom. C'est vrai que c'est pas si fréquent que ça, mais quelque part, c'est une stratégie qui n'est pas risquée. C'est-à-dire, c'est aussi ce qui permet de rallier que de ne pas donner un nom. Mais il y a quand même quelque chose qui a été proposé, notamment par le Parti socialiste, je crois, et par Olivier Faure, qui peut sembler assez sage sur le papier. C'est que le Premier ministre sera, si jamais la gauche devenait majoritaire, ce qui est quand même très très loin d'être certain, le Premier ministre serait désigné parmi la composante de gauche qui a le plus de sièges de députés. Donc en fait, ce sont les électeurs dans les urnes qui vont arbitrer qui, à gauche, peut être légitime et a prétention à aller à Matignon. C'est loin d'être certain parce que le Rassemblement national est au plus haut dans les sondages, plus de 30% pour certains instituts de sondage, d'opinion. On les sent absents du débat, les députés, les ténors du Rassemblement national. Parler au fond, notamment du fond du programme, c'est perdre des suffrages ? Oui, on n'est pas si surpris que ça. Bon, on est quand même dans une campagne qui est tronquée. 2 semaines, c'est pas le temps, le temps de la démocratie. Maintenant, ils ont eu aussi une campagne relativement prudente, une stratégie très prudente de Jordan Bardella, durant les élections européennes, qui ne les a pas desservis loin de là. Donc, ils ne prennent pas de risques et ils capitalisent sur des fondamentaux et finalement, ils capitalisent sur un récit politique plus qu'un programme, donc avec des fonds de commun de valeurs, des grands thèmes. Et ce qu'on voit, c'est que le RN arrive à la fois à capitaliser sur l'idée d'un vote sanction, et on le voit bien dans les enquêtes électorales, il incarne ce rejet du macronisme, mais évidemment, ce vote sanction n'exprime pas tout, puisque le RN capitalise aussi sur une forme de normalisation, de respectabilité. Son expérience parlementaire l'a servi de ce point de vue. Et on pourrait dire que si les fondamentaux d'extrême droite demeurent, le RN a changé, en quelque sorte, l'image du parti par rapport à ce qu'il était il y a une quinzaine d'années. Et puis, il s'est aussi joué de thèmes privilégiés de l'extrême droite, classique, autour de l'immigration, de l'identité, de la sécurité. Et puis, je dirais aussi que le RN, dans son récit politique, sait prendre en charge efficacement sa fonction tribunicienne, c'est-à-dire sa prétention à exprimer une colère populaire, à la canaliser et à lui offrir un débouché politique. Et quand je dis une colère populaire, c'est à la fois une colère populaire qui est celle des individus, mais c'est aussi une colère populaire qui est celle des territoires périphériques, des territoires qui se sentent déclassés. C'est les métropoles et le désert français en quelque sorte. Et eux, ils sont du côté du désert français. Et donc ce récit politique, il sait habilement jouer des fractures territoriales. Et puis, il y a quand même un dernier élément, si vous permettez, c'est que
le RN bénéficie d'une forme de totem d'immunité, en quelque sorte. C'est-à-dire que le RN est l'un des partis les plus puissants de l'extrême droite en Europe, mais c'est aussi le parti qui n'a quasiment aucune expérience gouvernementale, sauf quelques gestions communales ci et là. Et c'est toute la différence par rapport à d'autres pays, c'est que jusqu'ici, le RN s'est toujours tenu à l'écart ou a été tenu à l'écart de systèmes d'alliance, contrairement à ce qui se passe aux Pays-Bas et en Autriche. Et en quelque sorte, ça le préserve, c'est-à-dire qu'il n'a aucun débit à mettre à son bilan. Et d'ailleurs, vous l'observez dans les micro-trottoirs qui sont réalisés, vous avez un certain nombre de personnes qui disent voter par RN, pourquoi pas, il faut essayer puisqu'on n'a jamais essayé et qu'ils n'ont pas été au pouvoir. Et donc, quelque part, il n'a pas de risque à prendre, ça fonctionne, et donc sa stratégie prudente, il n'a pas raison, il n'a aucune raison d'en changer, en quelque sorte. Le RN qui a en quelque sorte le vent dans les voiles, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal en off, le Premier ministre qui fustige, même s'il ne le dit pas vraiment, cette dissolution qui intervient selon lui au pire des moments. Ce qui revient au bout aussi, c'est l'incompréhension autour du choix d'Emmanuel Macron de dissoudre. Mauvais moment, mauvais choix, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez une explication déjà sur sa décision surprise? C'est ce que je disais, c'est une forme de coup d'état psychique qui crée une sidération et presque un trauma psychologique, et jusque dans sa majorité qui semblait quand même ne pas du tout être informée constitutionnellement. Mais alors quel est son intérêt à lui? Son intérêt, je crois qu'en fait, Emmanuel Macron a trouvé dans le résultat des européennes ce qu'on pourrait appeler une fenêtre d'opportunité, qui est venu accueillir un problème qui était déjà là et une solution qui était déjà là. Le problème, c'est qu'il n'a pas de majorité relative. Il n'a pas de majorité, absolue, il a une majorité relative. Qu'Emmanuel Macron veut en finir en quelque sorte avec cette majorité relative, ne se voit pas gouverner, présider, je dis gouverner parce qu'en France, hors cohabitation, le président gouverne, il ne se voit pas présider et gouverner encore 3 ans avec cette majorité relative. Et donc, il a fait ce choix. Mais c'est un choix incompris, c'est pas un choix nécessaire. D'ailleurs, souvenez-vous 2014, très mauvais résultat de la liste socialiste, alors François Hollande est à l'Élysée, et il n'y a pas de dissolution. Beaucoup dans sa majorité ailleurs, mais notamment dans sa majorité, considèrent le moment comme particulièrement inopportun, ne serait-ce parce qu'il y a une campagne courte, c'est au seuil de l'été, que vous avez les Jeux Olympiques, et beaucoup considèrent qu'il aurait fallu attendre l'automne et des difficultés pour passer le projet de loi de finances pour éventuellement dissoudre. Donc Emmanuel Macron, tout dépend un peu des champs sémantiques, c'est-à-dire que dans le champ sémantique, certains disent qu'on est dans l'irrationalité, il y a un coup de poker, un pari, d'autres pourraient considérer qu'il y a là une forme de calcul, mais en tout état de cause, c'est un calcul effectivement extrêmement risqué, et Emmanuel Macron qui a construit quand même notamment son image politique sur l'idée que lui était un rempart ou une digue contre l'extrême droite, eh bien demain pourrait apparaître comme celui qui est un peu le marchepied pour faire accéder l'extrême droite au pouvoir. Merci beaucoup Thomas Frinaud d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez coécrit, Qu'est-ce que l'opinion publique ? Point d'interrogation.